Voilà, vidéo précédente, on s'est arrêté au nerf facial. Donc, de nouveau, ici qui est bien au niveau juste en dessous de la protubérance annulaire, hein, et donc qui passe juste devant. Alors, on avait vu que justement, c'était une sorte de mix vasculo-nerveux, hein, donc ça, c'était important, avec les deux branches du nerf 7, donc la branche motrice et le 7 bis, donc une des branches sensitives, et ensuite, évidemment, il va aller il va aller se fusionner aussi avec le nerf 8 et justement l'artère auditive. C'est ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de nerveux et de vasculaire. Ok. Alors ici, le nerf facial, on voit qu'il est bien en noir, donc c'est un nerf mixte. Ici, on a le trijumeau, le nerf facial ici. Donc, ce qui va être important de comprendre, c'est qu'effectivement, on va avoir ce qu'on vous donne, hein, les trois branches, hein, et en vous disant, on va avoir ici une partie motrice, okay, qui va aller directement innerver les différents muscles du visage. Ça, c'est première chose importante. Et puis alors, les deux rebranches, hein, donc c'est pour ça qu'on les subdivise. Hein, on va avoir la version bis qu'on vient de voir. Ok, et donc ça c'est bien d'un côté le côté moteur des différentes glandes, submandibulaire, sublinguale, mais aussi lacrymale, c'est ça qui est intéressant. Et ici, goût au niveau de la langue et du palais, mais donc c'est deux zones différentes parce que le goût on voit qu'il est divisé entre le nerf 7 facial et le glossopharyngien, puisque une partie des papilles gustatives est innervée par le glossopharyngien et une autre partie par le nerf 7. Okay, donc on va avoir ici, ce qui va nous intéresser, c'est principalement justement la partie motrice des glandes lacrymales, hein, qui sont donc bien liées directement. Ça c'est première chose. Et ici, dans le nerf 7, c'est la partie motrice pour l'oculomoteur. Okay, donc il y a ici l'oculomoteur, et dans cette partie-ci, les glandes lacrymales qui vont être innervées. Ok. Donc, ici, ce qui nous intéresse, donc on vous donne ici les particularités à la page 41 dans votre cours, ok. Donc c'est bien un nerf mix, une partie motrice appelée nerf facial ou 7 et une partie sensitive appelée intermédiaire de Wisbeck ou 7 bis, ok. Donc ça c'est la partie sensitive hein, qu'on vient de voir, hein, qui est d'ailleurs accompagnée d'une partie motrice elle aussi. Les branches terminales du facial assurent la motricité des muscles des paupières. Ok. Ici, c'est pas noté, mais donc on a bien l'aspect aussi des glandes lacrymales. Son origine, donc il naît dans la partie large du sillon bulbo-protubérantiel. On distingue deux racines, une motrice qui innerve les muscles de la face et des paupières, le cuir chevelu, le cou et les glandes lacrymales. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est bien les paupières, c'est bien la partie orbiculaire, hein, le muscle orbiculaire, et donc paupières supérieures et inférieures, et les glandes lacrymales, et puis une partie sensitive qui innerve les bourgeons gustatifs de la langue et les glandes parotides, tout ce qui est salive, ça ne nous intéresse pas spécialement ici pour le cours d'anatomie oculaire. Au niveau du trajet, ok, donc ici on vous remet cette explication-ci en vous disant, eh bien, dans l'étage postérieur de la base, le nerf 7 se dirige vers le conduit auditif interne, en compagnie du 7 bis et du 8. C'est ce qu'on vous a dit ici. Hein. Il traverse le rocher, puis la glande parotide. Et donc vous voyez dans votre schéma hein, de votre nerf. Alors ici, évidemment, on ne le voit pas. Mais donc vous voyez bien que ici, il arrive par le côté. Hein. C'est bien un nerf qui arrive comme ça par le côté. Le nerf facial, il sort bien ici derrière l'oreille et arrive par le côté du visage. Donc il traverse le rocher, puis la glande parotide et se divise en deux branches terminales. La branche temporofaciale, donc une première branche temporofaciale, hein, qui comprend entre autres les rameaux palpébrofrontaux destinés à l'orbiculaire, donc c'est celle-là qui amène vers le muscle orbiculaire, okay. Et les branches cervico-faciales qui comprennent les rameaux buccaux et cervicaux. Okay. Une branche collatérale du 7 est à signaler, c'est le nerf grand pétreux qui innerve les glandes lacrymales. Okay, donc ça c'est une partie du 7, hein, puisqu'on est bien dans la partie motrice. Ça va? Donc, ça c'est pour nos différents nerfs. Moteurs. Hein, ici c'est la partie motrice surtout qui nous intéresse à chaque fois. Même si c'est un nerf mix, c'est la partie motrice ici qui m'intéresse.
Maintenant, on va passer au nerf sensitif. Okay, donc si vous continuez dans votre syllabus, vous avez la suite avec les nerfs sensitifs. Alors il en manque un parce qu'ils ont décidé de mettre un des nerfs, donc au chapitre 3, les nerfs sensitifs de l'appareil oculaire. On a bien ici, ils nous mettent le nerf 5 et le nerf 8. Alors si vous regardez, hein, le nerf 5, alors au départ j'avais suivi bêtement le syllabus, mais ça n'a pas de sens. Le nerf 5 ici, ok, qui va effectivement avoir un aspect sensitif et donc la partie ophtalmique va donner tout ce qui est sensibilité du haut du visage. Donc effectivement, c'est pertinent d'en parler ici. Hein, sensibilité au niveau des paupières, etc., etc. Et puis ensuite, on en parlait du 8. Hein, le nerf vestibulo-cochléaire. Le nerf vestibulo-cochléaire, ok. Ici, celui-là, il ne va pas nous intéresser puisque le nerf vestibulo-cochléaire, il va arriver au niveau de l'oreille. Et voilà, donc on rajoute ici le nerf vestibulo-cochléaire, parce qu'en réalité, il n'a pas de rôle puisqu'il est bien en train d'innerver l'oreille et l'oreille interne, donc il a un rôle dans l'équilibre et dans l'ouïe, évidemment, dans l'audition. Mais par contre, voilà, on notera juste qu'effectivement, il va permettre, il y a un lien avec le réflexe auriculopalpébral, et donc c'est le fait, effectivement, lors d'un gros bruit, vous allez fermer les paupières. Donc, il va avoir un rôle accessoire dans un arc réflexe, mais il n'a pas un rôle immédiat. Donc, on n'en parlera probablement pas dans les présentations. Et évidemment, le nerf 2, le nerf optique, bien sûr. Hein. Donc, on a d'abord les trijumeaux, hein, qu'on va décrire ici. Donc, qui prend naissance dans la protubérance, ça, on l'a déjà vu. C'est le nerf 5. Alors, ici, on vous parle du ganglion trigéminal. Hein, je charcute un peu ce mot, mais donc qui était l'ancien ganglion de Gasser. Hein, mais on n'utilise plus. Et donc au niveau de ce ganglion, il va y avoir une division en 3 branches. Ok, on l'a vu et revu. Hein. Donc on va avoir, je vais quand même vous donner une petite image anatomique. Souvenez-vous, hein, on avait regardé ça en classe déjà. Alors hop, on va essayer de descendre ça. Alors, petit coup de scalpel et j'enlève ça. Ok. Et donc on avait vu que justement, alors on va retirer l'option scalpel pour pouvoir un peu bouger dans le crâne. Et donc on avait vu effectivement que on voyait facilement hein, le ganglion trigéminal avec les 3 branches 1, 2 et 3. Okay, et si vous regardez bien, effectivement, il prend naissance dans le pont de Varol, la protubérance, en plein milieu de la protubérance. Et donc ici, celui qui sort de la protubérance, cette grosse racine nerveuse, eh bien, c'est bien mes trijumeaux. Avec, d'un côté, la branche mandibulaire, la branche maxillaire, et ici, la branche ophtalmique, qu'on appelle ophtalmique de Willis. Ok, donc ça, c'est mes différents nerfs. Ici, vous avez reconnu évidemment le nerf optique, dont on va parler juste après. Gros nerf sensitif. Et on voit d'ailleurs qu'il va directement ici hein, s'insérer, si vous regardez. Hein, il passe juste en dessous, au niveau, on dirait presque au niveau de l'hypothalamus. Pourquoi? Parce qu'il va passer par là. Et en fait, après l'hypothalamus, il va directement aller au niveau des corps genouillés hein, et des colliculus, donc des tubercules et quadrijumeaux, ça on verra après pour l'option réflexe, on va dire. Donc ici c'est bien mon noyau, ok, vous vous souvenez, les 3 qui partent ici, ici et ici. Et évidemment, si je prends mon petit bonhomme de l'autre côté, je vais retrouver la même chose. Hein. Je vais retrouver exactement la même chose de l'autre côté. Il est là. Ok? Donc on avait la version gauche et la version droite. Ok? Donc, ça c'est pour le nerf 5. Hop, on retourne à nos moutons. Ici. Donc on a bien le nerf ophtalmique de Willis, le nerf maxillaire, le nerf mandibulaire. Le nerf ophtalmique de Willis, il va avoir l'option, enfin il va innerver, mais de manière, donc ça c'est la version afférente, alors qu'avant on a vu la version efférente, et donc ici c'est bien sensitif. Ok, donc le nerf 5, c'est la partie sensitive pour les glandes lacrymales. Alors qu'on a vu juste précédemment que la partie motrice, elle, par contre, c'était le nerf 7. Donc le nerf facial, c'est l'aspect moteur, et le nerf 5 trijumeaux, c'est l'aspect sensitif. Ok? Donc ça, c'est une partie très importante. Donc évidemment, celle qui nous intéresse le plus, c'est la partie ophtalmique, puisque c'est bien elle qui va être la partie sensitive du nerf lacrymal. Nerf frontal, donc peau, cuir chevelu, paupière supérieure, le bord libre,
et le tiers intérieur de la paupière supérieure. Ok? Et ici, on va avoir le nerf nasociliaire, cornée, corps ciliaire et partie interne. Donc là, on avait vu que c'était le nerf 3 pour la partie motrice. Et ici, la partie sensitive, c'est les trijumeaux. Okay, donc la partie sensitive est principalement tenue par les trijumeaux pour l'appareil oculaire. Okay. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a évidemment le nerf optique, numéro 2, sensitif, qui a comme trajet évidemment la rétine, nerf optique, chiasma, bandelette, puis ça va vers les corps genouillés, la radiation optique et l'aire 17, qui est l'aire visuelle primaire de Brodmann, qui se trouve au niveau de l'occiput. Mais on a deux possibilités. Au niveau des bandelettes, on peut aussi avoir une bifurcation de certains neurones qui vont passer vers les tubercules des quadrijumeaux, donc vers le tubercule gauche ou droit des quadrijumeaux, c'est bien les tubercules supérieurs. Ou bien, autre possibilité, vers les noyaux prétectals et ensuite vers le nerf 3. Les tubercules des quadrijumeaux, c'est ce qui va permettre la coordination des mouvements des yeux et mouvements de la tête. Okay, ça, c'est ce qui va permettre de suivre l'objet. On en a déjà parlé. Donc ça, c'est le réflexe, c'est l'arc, si vous voulez, qui va faire que, après la tubercule des quadrijumeaux, eh bien, ça va envoyer un signal soit au nerf 3, pour qu'il y ait mouvement des yeux, mais ça peut être aussi à d'autres nerfs, comme justement le nerf abducens, ça peut être, voilà, ou bien des nerfs du cou pour bouger la tête. Okay. Autre possibilité, ça arrive au niveau des noyaux prétectales, on va voir juste après. Les noyaux prétectales, eux, eh bien, ils donnent directement un arc réflexe avec le nerf. Et le noyau prétectal, ils viennent au niveau du nerf 3, mais cette fois-ci non plus pour bouger les yeux, parce qu'on a vu que le nerf 3, c'était le nerf moteur pour le mouvement des yeux, pour la plupart des mouvements des yeux, mais cette fois-ci, c'est pour son rôle au niveau de l'iris. On va avoir soit de l'accommodation au niveau des cristallins, donc au niveau du corps ciliaire, contraction du muscle ciliaire pour l'accommodation, ou relâchement, et ensuite, autre possibilité, on va avoir contraction mydriase ou myosis, qu'on a vu, et donc ça va passer, on verra lequel des deux d'ailleurs passe par le nerf 3. Ok? Donc, on va le voir dans 30 secondes, entre l'ortho et le parasympathique. Mais donc, vous comprendrez qu'ici, on est dans un arc réflexe, où du coup, ça passe par un autre noyau qui va directement renvoyer une information. Alors, de manière schématique, ça va donner ça. Si vous regardez, donc quand la lumière arrive dans un œil, se produit une contraction symétrique des deux pupilles. Ça, c'est évidemment pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie. Et donc, si vous regardez, ici, on va avoir le faisceau lumineux qui arrive, le nerf optique. Ensuite, on a une division au niveau du chiasma. Vous vous souvenez, la partie ici, intérieure de l'œil, va être croisée. La partie externe va continuer du même côté. Première possibilité, il va y avoir effectivement une première information qui peut passer et bifurquer vers l'hypothalamus. Ça continue. Ça, on n'en a pas parlé et on n'en parlera peut-être pas directement. Deuxième possibilité, on va avoir un trajet qui va vers, ici, prétectum. Ok? Donc le prétectum, lui, il va directement donner une information pour dire au nerf 3 de contracter, par exemple, la pupille ou de la dilater. Plutôt de la dilater. Ensuite, autre possibilité, on va avoir ici l'arrivée de l'information vers le corps genouillé, mais de nouveau une troisième bifurcation qui est ici vers le colliculus supérieur, les tubercules des quadrijumeaux, qui va à nouveau donner un arc qui va donner mouvement de la tête, mouvement des yeux. Okay. Et puis ici, la vision en tant que telle, qui est donc bien, j'ai mon information qui arrive au niveau des corps genouillés, et donc ici j'ai bien mes bandelettes optiques, et ensuite, ici, les radiations optiques qui vont au niveau de la scissure calcarine. On distingue donc les voies optiques, ici, le circuit normal de la vision, et l'autre c'est aussi un circuit normal, mais les autres informations annexes qui sont transportées lors de ce passage, et qui ici bifurquent au niveau, justement, des bandelettes optiques. Okay, on a d'autres bifurcations vers l'hypothalamus, le prétectum ou le colliculus supérieur.